À Florence, merci à Jamel, merci Hilde. Nous allons aborder le sujet qui est la vraie problématique, jusqu'où peut-on repousser les limites de l'assurance. Première question pour Florence, en tant que présidente de la Fédération des assureurs. Pandémie, instabilité politique, événements climatiques de plus en plus dangereux, et je vais en rester là pour la liste. Est-ce que vous nous confirmez que tout n'est pas assurable dans le monde actuel et que ça le restera dans le monde de demain ? Alors certainement, tout n'est pas assurable. Vous avez évoqué dans votre introduction le no limit, mais le no limit en ce moment, il va avec quoi qu'il en coûte. Et évidemment, pour des entreprises privées, c'est pas possible quoi qu'il en coûte. Donc ceci effectivement détermine le champ d'action des assureurs, mais qui, je voudrais quand même le rappeler, est déjà extrêmement étendu. Et effectivement, le sujet, depuis pas mal d'années en fait, c'est de repousser les limites de l'assurabilité. Alors il y a un certain nombre de solutions pour repousser les limites de l'assurabilité. La première, on la connaît tous, c'est de faire notre métier, c'est la mutualisation. Sachant que la mutualisation en France, compte tenu de la législation fiscale en particulier, elle est un peu limitée, c'est-à-dire qu'on mutualise les risques dans l'année. Il y a eu une époque un peu reculée, puis il y a des pays comme au Luxembourg où on peut mutualiser les risques sur la durée. C'est pas mal aussi comme technique, ça marche. Donc petit clin d'œil au pouvoir public, si on veut augmenter l'assurabilité, eh bien il faut également donner les moyens aux assureurs et par exemple permettre de gérer les risques dans le temps. Alors après, ça c'est le champ de l'assurance privée. Il y a d'autres solutions. Quand effectivement l'assurance privée se dit, bon là j'atteins une limite, eh bien on a des solutions et je prendrai comme exemple le régime de catastrophe naturelle. Et ça c'est la solution d'un partenariat public-privé où l'État quelque part écrête les risques. Bon, ça c'est les solutions, je dirais, d'assurance. Et puis il y a une solution qui marche à tous les coups, c'est la prévention. Et là, la prévention, ce n'est pas que l'affaire des assureurs. Alors évidemment, les assureurs sont historiquement très impliqués dans la prévention parce qu'ils savent que ça marche, ils gèrent les risques, donc ils savent que c'est efficace. Maintenant, nous, tout seuls, eh bien, c'est très insuffisant. Mais au rang de la prévention, on peut citer ce qu'on fait depuis des années, comme par exemple, on subventionne le centre d'essai de prévention des risques qui se situe à Vernon, qui est un établissement unique en Europe, dans lequel on teste en vraie grandeur des incendies, des pannes électriques, on fait des crash tests, auto, etc. Et ça, évidemment, c'est extrêmement utile parce qu'après, dans notre relation de conseil, dans notre relation partenariale avec les entreprises, eh bien, on peut les conseiller sur comment, le mieux possible, protéger son usine du feu, comment recommander des techniques de construction ou des matériaux qui résistent mieux, comment après Lubrizol par exemple, on est dans des réunions tripartites ou quadripartites entre les pouvoirs publics, la DGPR qui est sur la prévention des risques, un secteur qui est le secteur de la chimie et puis nous, quelque part on fait un peu le pont entre des exigences administratives toujours plus importantes, mais évidemment qui vont coûter cher aux industriels. Et nous, on est au milieu et on dit non mais attendez, il y a la prévention, ça marche, les systèmes de sprinkler, voilà ce qui peut marcher, pas marcher. Donc on est très impliqué. On est impliqué aussi dans le cadre de la souscription des risques sur la diffusion d'une culture de la prévention, qui est sans doute pas encore assez développée et qui est vraiment l'affaire de tous. Et puis le dernier point, c'est sur un type de risque très particulier qui est le risque climatique, mais il n'est pas si particulier que ça parce que, en fait, quand on y réfléchit, le risque climatique, il emporte avec lui toute une série d'autres risques, comme la baisse de la biodiversité, comme aussi la recrudescence des pandémies, mais comme aussi les risques sociaux, les mouvements de population, etc. Et là-dessus, nous, on est aux premières loges pour constater la dérive et l'augmentation des sinistres climatiques.
Et là, bon, on pourra en reparler, on peut gérer ça par le régime CatNat ou autre chose, mais nous, on peut aussi le gérer par nos investissements. Et on est très, très motivés pour investir, pour aider à verdir l'économie et l'industrie européenne, qui est la priorité de la Commission européenne aujourd'hui. Et là, je crois que c'est intéressant de se souvenir que sur tous ces sujets, les assureurs peuvent agir, bien entendu, sur le passif, sur les contrats, sur la souscription, sur la prévention, mais également par leurs investissements via donc tous ces actifs qui portent à leur bilan. Merci pour les propos introductifs, c'est très intéressant et riche. Florence, je vous fais une confidence, il y a quand même des gens des ministères qui sont connectés et pratiquement tous les journalistes de la presse spécialisée, donc je pense qu'ils pourront être le relais de quelques éléments de clés à faire passer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion qu'ils les fassent passer. Jamel, merci d'être parmi nous également. Donc, moi j'ai une question, quel est un constat général que tu pourrais faire de l'année 2020 qui marque une année compliquée, la Covid-19, pour les entreprises, pour les personnes, dans un contexte quand même économique compliqué dans certains secteurs d'activité? Une année bien singulière. Mais avant, je voudrais dire un mot. D'abord, vous remercier à l'équipe de la Fabrique de l'Assurance pour l'organisation de ce colloque, en cette période où le lien social est rare. Sur un sujet prospectif cher à mon cœur et à beaucoup d'assureurs, celui de la confiance. Donc voilà, bravo aux équipes, au président Jean-Louis Bancel. Alors le faire ici, au Conseil économique, social et environnemental, la maison des corps intermédiaires ne peut que me ravir, moi qui ai des responsabilités syndicales CFE-CGC. Et également très content de retrouver Florence Lustmann in real life, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, petite précision sémantique, je vais parler d'assureurs dans mon intervention de ce matin. Elle embrassera toutes les familles d'assureurs, sans distinction. Je vais probablement avoir une teinte assureur de personnes. Et puis avec ta permission, je parlerai un petit peu de cyber tout à l'heure par dérogation à ce que je viens de dire. Alors une année 2020 très singulière, on a eu affaire à une crise d'une ampleur, je crois, inégale en temps de paix. On n'avait jamais, ou inconnu en temps de paix, on n'avait jamais connu ça, avec des répercussions qui vont s'étaler dans le temps, des répercussions diverses, sanitaires, économiques, sociales. On a eu un État qui a fait face. Il faut lui reconnaître ça. La réaction des pouvoirs publics a été à la hauteur de la crise, même si on peut ne pas être d'accord sur telle ou telle mesure, évidemment. Ils ont assuré, si je peux utiliser le terme ça. Et puis nous, assureurs, qui, acteurs du temps long, avons été bousculés par ce temps court, ce temps politique court, ce temps sanitaire court, ce temps médiatique court, qui nous a bousculés et je pense qu'il faudra qu'on revienne là-dessus. Alors, démonstration faite cette année 2020 que nous avons tenu nos engagements. Voilà. Ça, nos engagements contractuels de l'ensemble des assureurs, nous les avons tenus. On a même été au-delà des engagements contractuels, je reviendrai tout à l'heure. On a su s'adapter à un contexte de fonctionnement très atypique, c'est-à-dire qu'on a démontré notre capacité de mobilisation, de réactivité, d'agilité. Quand le mardi 17 mars à 12h, le rideau est descendu, et bien le service il a continué à fonctionner, là où les gens avaient vraiment besoin de nous. Donc ça a été quelque chose d'important. Et puis troisième démonstration, c'est la dimension d'acteurs systémiques des assureurs. Donc, acteurs économiques, pas besoin de développer. Florence parlait de la mutualisation, évidemment, c'est notre première contribution économique. Acteurs sanitaires, sur l'axe environnement, hygiène de vie et bien-être au travail. Et acteurs systémiques, je crois qu'à date, il y a peu de secteurs privés qui ont engagé un effort de plusieurs milliards d'euros. Je suis entre 4 et 5 en mettant les actions de tout le monde, et je n'ai pas les détails forcément, dont 1 milliard d'euros en actions directes, donc au-delà des investissements. Donc, conclusion que je fais de cette année 2020, c'est qu'on a fait notre part, on a assuré. Alors, on a eu quelques déboires pour autant.
un procès d'intention, une polémique autour de la perte d'exploitation, alors que les chiffres de la CPR faisaient ressortir que les contrats excluaient expressément à 93%. Donc on dit, on avait plutôt raison. Pour autant, la polémique a été forte. On a également probablement une image de l'assurance qui va en sortir un peu écornée. On le mesurera dans le temps, mais c'est pas exclu. On a des relations qui sont tendues avec les pouvoirs publics sur différents pans de nos actions, avec certains secteurs d'activité également. Donc, sujets sur lesquels il faudra que nous travaillions. Et puis, on s'est pris une taxe légitime, puisqu'elle a été votée, mais à la logique discutable, je pense corrélée avec cette notion de temps court. Alors voilà, 3 mois pendant lesquels il y aurait eu une sous-consommation en santé vaut une taxe. Si l'assurance, Florence disait, il faudrait qu'on aille sur plusieurs années, et si on travaille au trimestre maintenant, ça risque d'être un peu compliqué. Alors pour autant, il y a eu du positif cette année. Il y a eu une accélération fulgurante de la transformation digitale de la société. Alors on l'a vu dans notre façon de travailler, on l'a vu dans l'accélération de tout ce qui était e-commerce et commerce à distance. Donc ça, très positif. Deuxième élément positif, c'est celui d'une sensibilité accrue au bien-être et à l'environnement. Decathlon a fait aussi belle année qu'Amazon, ce côté prendre soin de soi. Et puis quelque chose qui me plaît beaucoup, et je pense que nous pourrons capitaliser là-dessus, c'est le retour de l'importance du lien social et du collectif. Et vous connaissez la maxime de notre République, liberté, égalité, fraternité. On a toujours beaucoup de mal à définir ce qu'est la fraternité. Je crois que cette année 2020 a mis ça en valeur. Écoute, très bien. Merci pour les explications. En tout cas, la posture et ta vision de la pandémie et de l'environnement assurantiel. Florence, je voudrais revenir sur une notion. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet de Catex. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? A priori, un dispositif innovant proposé par les assureurs qui permettrait de couvrir des risques ou des événements exceptionnels comme la pandémie. On est où de ce dispositif ? Les discussions avec les pouvoirs publics, parce que vous les avez cités tout à l'heure, donc je rebondis sur vos propos. Et les pouvoirs publics, est-ce que le sujet avance ? Est-ce qu'il avance vite ou pas vite ? Et si toutefois nous devions malheureusement avoir une pandémie durable ou avoir une autre pandémie qui pourrait être liée d'ailleurs à des aspects que vous avez évoqués, le réchauffement climatique par exemple, puisqu'il y a quand même des études qui commencent à se développer en la matière. Qu'est-ce qui nous pend au nez et jusqu'où les pouvoirs publics et le secteur privé, qui est le nôtre, le secteur assurantiel, qui est parfois décrié, mais qui est très sollicité et qui répond présent quand même très souvent. Donc je pense, j'aimerais bien avoir votre vision du sujet compte tenu des discussions et de l'avancée des discussions avec les pouvoirs publics. Alors d'abord, je vais revenir à un des commentaires que Jamel a fait. C'est effectivement, alors la réponse Catex, puisque c'est le petit nom qu'on a donné à notre proposition, c'était une réponse, je dirais, dans l'urgence de la crise sanitaire, dans l'urgence également de la polémique qui montait très très fort sur les pertes d'exploitation sans dommage. Donc en même temps qu'on expliquait que les pertes d'exploitation sans dommage étaient très majoritairement exclues des contrats, ce qui a été confirmé par la CPR, les assureurs ne pouvaient pas rester indifférents à tous ces drames que vivaient nos concitoyens, et pas seulement les restaurateurs, mais beaucoup d'entre eux, tous ces commerces qui ont été autoritairement fermés au mois de mars. Donc on s'est dit, effectivement, une fermeture administrative généralisée de pans entiers de l'économie, c'est pas assurable par les techniques classiques de mutualisation de l'assurance. Pour autant, ça ne veut pas dire que les assureurs n'ont pas un rôle à jouer. Et évidemment, on s'est inspiré du régime de catastrophe naturelle en se disant, nous, on peut proposer un premier étage de garantie
qui est quand même fort utile, hein, il n'y a qu'à voir le régime CatNat. Et puis, pour les risques de pointe, imaginez une réassurance publique avec la CCR. Hein. Je dirais finalement un truc assez classique. Et là, on a mis les bouchées doubles parce que nous aussi, hein, on a bien constaté que y a des gens, les politiques, qui tweetaient toutes les 10 minutes. Moi, je suis comme Jamel, hein, j'avais pas un nouveau truc à dire toutes les 10 minutes. Donc, mais quand même, on a fait très très fort parce que dans une optique totalement partenariale avec 3 grands sponsors du marché de l'assurance, eh bien, le 15 juin, on a sorti une proposition très concrète qui permet de couvrir les conséquences économiques, parce que c'est bien ce dont il s'agit, de catastrophes, de grandes catastrophes. Alors évidemment, on pense aux pandémies, mais nous, on s'est dit qu'il y avait d'autres événements qui pouvaient éventuellement conduire à des fermetures, alors soit sur tout le territoire, soit sur une partie du territoire. Bon, vous vous souvenez des Gilets jaunes, quand il y a des manifestations de ce type, les pouvoirs publics encouragent les commerçants à à fermer sur une zone pendant un certain temps. On peut penser également à certaines catastrophes naturelles qui occasionnent la fermeture d'un certain nombre de commerces, alors même que ces commerces ne sont pas, eux, directement touchés, par exemple, par l'inondation. Donc, ils ne sont pas éligibles au régime de catastrophe naturelle. En revanche, pour des raisons géographiques, ils peuvent être amenés à fermer. Donc, vous voyez, on s'est dit, on ne va peut-être pas essayer de répondre seulement à cette crise-là, mais enfin d'avoir une vision prospective, qui est la nôtre, des risques, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait couvrir. Donc, voilà, on a proposé. Après, on a essayé de tirer les leçons de ce qu'on était en train de vivre, et on s'est dit finalement, ceux qui souffrent le plus dans cette crise, ce sont les TPE, les PME. Donc on s'est vraiment focalisé sur ce secteur économique. On s'est dit également que ce qu'il fallait, ce qu'a fait le gouvernement avec le Fonds de solidarité, c'est une réponse extrêmement rapide. Ce qui voulait dire qu'il fallait s'éloigner un petit peu du schéma classique des pertes d'exploitation. Perte d'exploitation après un incendie, par exemple, après un gros dégât des eaux, où là, il faut un peu de temps pour évaluer les pertes de l'entreprise. Et là, ça ne nous paraissait pas très approprié. Donc on a proposé une formule forfaitaire, alors pas complètement forfaitaire, mais fonction, je dirais, du type d'activité de l'entreprise, en se référant, on va dire à la marge brute, mais enfin ça c'est du détail, mais pour se dire, on va verser des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, en fonction finalement des caractéristiques du business model de l'activité. Et c'est ça qu'on a mis sur la table. Alors, un régime aussi obligatoire, comme les CatNat, parce que ce qui est génial dans les CatNat, c'est que ça couvre tout le monde, et comme ça couvre tout le monde, on mutualise les prix, mais ça ne coûte pas trop cher. Mais ça coûte quand même un tout petit peu, mais tout petit, de l'ordre de 4 € par mois pour une TPE, qui fait moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, donc quand même, c'est pas très cher. Je crois que le moment n'était pas le bon. Je suis absolument convaincue. D'ailleurs, tous les pays européens se sont tournés vers nous parce on est le premier marché européen d'assurance. Il faut quand même le garder, hein, maintenant que nos amis anglais en sont sortis. On a cette image d'innovation qui est très importante. Hein. On ne se rend jamais compte, hein, on aime bien faire du French bashing, mais on est vu comme innovant dans l'assurance, en particulier avec notre régime de catastrophe naturelle. Et tous les pays européens, et pas seulement européens, sont tournés vers nous en se disant « Ah, c'est intéressant, là, les Français, ils vont encore sortir un truc, là, il faut quand même qu'on regarde parce que tout le monde a besoin de ce type de produit. » Donc j'ai vraiment la conviction que ce régime est une bonne réponse. Simplement, c'était peut-être pas le bon moment. Donc d'abord pour 2 raisons, et vous avez posé la question. Ce régime, même s'il avait été mis en place là, par exemple pour 2021, vous savez, en assurance, on n'assure pas une maison qui est en train de brûler. Oui. Donc, ce régime, Catex, ne pouvait pas couvrir la pandémie actuelle. Et là, pour des raisons, je pense, plus de communication, je pense que les pouvoirs publics n'ont pas eu envie, et on peut les comprendre, hein, d'imposer une couverture obligatoire, généralisée, à des entreprises. Ça
sachant qu'évidemment, ça leur demandait de payer un petit peu. Moi, personnellement, je considère que l'argument financier, franchement, il ne vaut pas. Parce que compte tenu des niveaux de primes, je pense que ce n'est pas le sujet d'une TPE ou d'une PME. Si elle ne peut pas payer 4 € par mois pour s'assurer, là, je pense qu'elle a d'autres sujets que le sujet de la prochaine catastrophe. Je crois que c'est vraiment une question de timing. Donc, écoutez, maintenant, le produit, il est prêt. Il a été encore une fois concocté de façon totalement partenariale et pas seulement avec des acteurs de l'assurance, mais également avec des parlementaires, avec la société civile, avec les corps intermédiaires, etc. Donc je suis sûre que c'est une solution qui ressortira, enfin qui sera mise en place un jour. Là, c'était pas le bon moment. En tout cas, moi je retiendrai une chose, c'est que le monde de l'assurance est force de proposition auprès des pouvoirs publics. Et absolument. Donc, maintenant, c'est une question de temps. Temps court, temps long, on verra. Puisqu'il y a des risques parfois sur lesquels on met un certain temps, même si on annonce un 5e risque depuis des années, on verra la suite qui sera donnée au risque long, qui est la perte d'autonomie. Jamel, je voudrais bien te faire rebondir sur les propos, mais surtout, pour toi, c'est quoi la place de l'assurance, le rôle, contribution, dans un contexte comme celui-ci, et quel est l'engagement social, environnemental, et je dirais même sociétal, pour reprendre un terme, et je pense qu'on est au bon endroit pour en parler, et ta vision sur ces différents aspects-là. Alors, je vais commencer par exprimer une conviction. Il y a une question qui se pose à l'ensemble de la place, c'est celle de la contribution des assureurs au bien commun. Je crois que celle-là, elle est essentielle. On n'y échappera pas. Je m'explique. On est dans une crise d'une intensité rare. Elle va prendre fin. Alors, je ne vais pas faire mon professeur en blouse blanche. Je ne sais pas dire quand. Juin, octobre. Tu serais très fort si tu pouvais trouver la date. Décembre, peut-être même l'année prochaine. Mais elle va prendre fin, comme toutes les crises. Elle se prendra fin. Ce jour-là, on devra réparer une société qui aura été abîmée. D'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Alors l'État aura sa part à faire, mais l'État n'a pas vocation à tout faire. L'État n'a pas vocation à tout faire et ne doit pas tout faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se retourner vers les acteurs capables, légitimes, susceptibles de jouer un rôle. Bon, avec nos bilans et avec nos réserves, et j'utilise un terme délibérément confus, avec le pognon de dingue que nous gérons, tout le monde va se tourner vers nous. Qu'est-ce que vous faites au bien commun? Donc, il faudra qu'on réponde à cette question. Alors, on fait déjà quelque chose de très important. Nous mutualisons, donc par des techniques de mutualisation, nous solvabilisons. C'est une contribution économique majeure. Faut le redire, il faut être fier de ça. Mais ça ne suffira pas. Alors, je pense qu'à cette date de sortie de crise, il sera difficile d'imposer aux personnes, il sera difficile d'imposer aux entreprises, parce que la confiance aura été, on en parle depuis ce matin, elle aura été érodée. Donc je crois que ce que nous pouvons faire, c'est nous contribuer à la santé globale. Et alors la santé, je rappelle la définition de l'OMS de la santé, c'est un état de complet bien-être psychique et physique, et pas uniquement l'absence d'infirmité ou de maladie. Et je pense qu'on peut travailler sur les déterminants. Alors il faudra accompagner les acteurs, accompagner les personnes, accompagner les entreprises en travaillant sur les déterminants. Florence l'évoquait tout à l'heure, l'environnement, on peut faire quelque chose dessus. Les conditions de travail, la santé au travail, le bien-être au travail, on peut faire quelque chose dessus. L'hygiène de vie, on peut travailler là-dessus. On est capable d'apporter des solutions. Alors on les appellera servicielles, assurantielles, qu'importe. Je crois que nous avons un rôle à jouer là, que nous sommes en capacité de le faire. Alors, encore faut-il que les acteurs le veuillent. Si on veut retrouver cette confiance, alors évidemment, Adrien disait, elle se mesure à l'aune de ce que nos clients voient de nous. Il faut travailler sur nos services, sur lesquels ils nous attendent. Mais si on veut être demain les tiers de confiance dont la société a besoin et qu'on peut tout à fait être, il faut absolument que l'on démontre. Alors je crois que le président faisait référence tout à l'heure aux déclarations d'amour et aux preuves d'amour. Il faut qu'il y ait des preuves d'amour des assureurs sur
notre contribution. Alors, je dis ça, je n'aurai pas de prix Nobel pour ça, hein, les acteurs ne m'ont pas attendu. Tu faisais référence à une communication récente. Donc hier, Stéphane Junique, président d'Harmonie, fait un post personnel où il explique la démarche dans laquelle Harmonie s'engage pour se doter d'une raison d'être. Clésia s'est doté d'une raison d'être l'année dernière, et un certain nombre d'acteurs, je ne ferai pas la liste complète, sont dans cette démarche. Et je sais que ceux qui y sont, ils sont de manière sincère et durable. C'est une initiative que j'appelle de mes voeux pour l'ensemble de la place. Eh bien, ça me paraît très clair. Je vais revenir sur une problématique, du moins de risque que vous avez évoqué, Florence, tout à l'heure. C'est la problématique climatique, donc les risques climatiques. On ne va pas rappeler les derniers jours, on ne va pas rappeler ce qui se passait il y a quelques jours, ce qui se passe encore et ce qui va se passer prochainement certainement. Donc, vous avez rappelé, et vous rappeliez que le coût des sinistres naturels risquait de doubler d'ici 20 ans. Donc, la question que je me dois de vous poser, est-ce que le régime français d'indemnisation des catastrophes naturelles est-il encore adapté ? Alors, évidemment qu'il est adapté, même si voilà, ça fait plusieurs années, voire décennies qu'on demande sa révision. Mais avant cela, ce que je voudrais dire, parce que ce qu'a dit Jamel est très très important, c'est nous, assureurs, au sens large, on est évidemment convaincus de notre utilité et qu'on fait le plus beau métier du monde, parce qu'effectivement, on apporte du lien social, c'est-à-dire que celui qui a un sinistre et qui resterait sans assurance sur le côté de la route, eh ben, il redémarre, que ce soit à titre personnel, que ce soit une entreprise, grâce à son indemnisation et grâce à l'assurance. Donc nous, on le sait, bon, on le fait sans doute pas assez savoir, hein, c'est notre faute, mais en tout cas, on fait un très beau métier. Bon, là, en ce moment, il y a beaucoup d'inondations. Moi, je voudrais parler de la tempête Alex, hein, quand même, cette tempête tropicale dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois. Moi, je suis allée à 2 reprises, hein, dans la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie, juste après le sinistre, et puis je suis retournée un peu plus récemment. Vous savez, je crois que tous ces citoyens de ces vallées, ils se demanderont plus jamais pourquoi ils payent une prime d'assurance. Et je crois qu'il ne faut pas oublier le quotidien de notre métier, qui est d'être auprès des gens. Alors évidemment, quand il y a des très grandes catastrophes, et je vais y venir, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pour nous, c'est évident. Bon, on gère 36 000 sinistres par jour, etc. Mais c'est ça notre métier, et c'est ça qui crée du lien, c'est ça qui crée de la confiance. On accompagne ça de plus en plus de services. Je crois que c'est très très important, hein. Il y a plein de réparations qu'on peut prendre en charge directement si les gens n'ont pas leur artisan favori, etc., pour repeindre, réparer. On fait vivre énormément de professions, et sur toute la France, hein, parce que les plombiers, les couvreurs, etc., ben oui, ils interviennent pour réparer les sinistres. Donc, je suis complètement d'accord. Nous, d'ailleurs, hein, à la FFA, on travaille aussi sur notre raison d'être. Je crois qu'on peut réfléchir ensemble sur la raison d'être de l'assurance, et elle serait de toute façon magnifique, parce qu'au-delà de ce qu'on fait nous, on a un effet d'entraînement sur toute la société et sur tout le tissu économique. Alors je reviens quand même aux catastrophes naturelles, bien entendu. Je vous coupe 30 secondes, parce que c'est une question que j'ai posée à Antoine tout à l'heure sur la raison d'être, et il est à fond sur le sujet. Donc c'est bien que la FFA, puisque, sauf à ma part, il est quand même un des vice-présidents, Adrien était présent, et je pense que la raison d'être pour le groupe et l'importance des groupes qui sont représentés au sein de la FFA, ça a toute sa légitimité, et qui plus est dans une période de crise. Absolument, et ce sont des travaux qui sont aussi très fédérateurs, hein. Il ne faut pas oublier que nos salariés, au sens large, il y a 250 000 personnes qui travaillent dans l'assurance, hein, quand même, ont été meurtris par les attaques dont on a fait l'objet en 2020, attaques profondément injustes, mais voilà, qui ont été. C'est aussi l'occasion
de retravailler sur nos métiers. Alors après, il faudra en tirer des conclusions aussi dans nos prises de parole, hein. Mais je crois que c'est important de se redonner à nous de la confiance sur la beauté de notre métier et son utilité, dont on est absolument persuadé. Mais c'est vrai que ces travaux, je trouve, sont quelque part élèves, hein. Et donc, effectivement, je trouve que c'est sans doute la bonne période aussi pour les lancer, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Mais il y a plein d'assureurs qui ont été précurseurs et qui l'ont fait avant nous. Alors je reviens aux CatNat. Donc effectivement, les CatNat, alors c'est toujours réducteur de parler du coût, hein. Encore une fois, pensons au drame humain qu'il y a derrière ces catastrophes. Mais au-delà des drames humains, il faut bien parler des montants. Et déjà, sur les 40 dernières années, le coût des CatNat a été multiplié par 3. On anticipe effectivement encore un doublement là, sur les 20 prochaines années, mais donc on est sur un phénomène qui s'impose à nous tous. Donc nous, les assureurs, on est aux premières loges depuis longtemps, donc on n'a pas attendu pour réagir, hein. Il y a 20 ans, on a créé la mission risque naturel pour étudier ces phénomènes, pour aider à faire de la prévention. Là aussi, eux aussi, ils étudient les matériaux, les techniques de construction qui sont plus robustes en cas de cyclone, de vent, de tempête, etc. Donc c'est très concret, très, très utile. Ils font maintenant, dernière table ronde parlait de l'innovation, de la data, ils ont 10 minutes tous les mois sur Internet, ils font des communications sur qu'est-ce qui marche en matière de prévention ou de résistance, je dirais, au risque naturel. Donc ça, c'est vraiment un engagement extrêmement fort des assureurs et qui date pas d'hier. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas faire tout seul, hein. La prévention, c'est la responsabilité collective. Donc nous, on montre le chemin, on investit. C'est vrai sur les CatNat, on pourrait parler santé au sens OMS, hein, comme le disait Jamel. Et là aussi, c'est très fédérateur et je pense qu'on a un rôle à mieux faire connaître et peut-être à accentuer dans le futur, d'être leader pour entraîner ces grandes actions de prévention qui sont celles aussi qui vont nous permettre d'assurer plus loin, parce que la prévention, c'est quoi? C'est se dire tout simplement qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais du coup, s'il y a plus de prévention, eh bien, il y a moins de sinistres et du coup, on peut couvrir plus loin. On peut aller au-delà. Donc, repousser les limites de l'assurabilité, c'est garder des capacités pour des risques, effectivement, qu'on ne peut pas prévenir parce qu'on gère mieux tous ceux qu'on peut prévenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les catastrophes naturelles. Donc on se réjouit qu'il y ait un texte de loi, hein, qui porte une réforme. On a été très actifs, on a évidemment beaucoup échangé avec M. Boul qui propose cette loi. Nous, les grandes propositions qu'on a à faire sur l'évolution de ce régime, elles sont directement dictées de l'observation et des retours d'expérience qu'on fait après toutes ces catastrophes. Le premier sujet, c'est le relogement. Vous savez, ces gens, la première question qui se pose après une catastrophe, c'est est-ce que ce soir, je vais avoir un toit au-dessus de ma tête? Et cette question, malheureusement, elle ne se pose pas uniquement pour quelques jours, mais parfois pour des mois. Et ça, il faut vraiment que ce soit intégré dans le régime de catastrophe naturelle. Il y a un deuxième volet qui nous paraît important, c'est d'introduire un peu de flexibilité dans ce régime, par exemple sur les franchises, pour mieux prendre en compte les efforts de prévention qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Il y a beaucoup de réglementations en France, hein, mais les collectivités locales les appliquent de façon différenciée. Il y en a qui effectivement mettent en œuvre ces plans de prévention qui sont très très utiles, hein, pour la gestion et la prévention des risques, d'autres un peu moins. Bon, on ne peut pas reprocher à des artisans, commerçants qui sont dans une commune qui n'a pas mis en place, leur imposer une franchise plus importante. Ils y sont pour rien, eux. Donc il faut aussi que l'État s'assure que toutes les réglementations qu'il a produites sont effectivement mises en œuvre. Ça, c'est quelque chose de très très important et ça participe de la responsabilité collective. Nous, on a aussi des propositions, je dirais, qui coûtent pas cher, hein. C'est de faire par exemple des journées japonaises
dire des journées où localement, alors bon, dans les endroits qui sont peut-être plus susceptibles d'avoir des catastrophes, sauf que maintenant aucun territoire n'est épargné, mais enfin, commençons peut-être par ceux dans lesquels les catastrophes sont les plus probables, et avoir une démarche partenariale, collective, au plan local. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a demain matin une très grosse inondation, une grosse tempête? Il y a des réflexes, on ne peut pas savoir quels réflexes on aurait, peut-être pas les bons, dans la panique de l'eau qui monte, etc. Malheureusement, il y a des gens qui vont descendre dans le parking de leur immeuble pour aller sauver leur voiture et qui resteront prisonniers de l'eau qui monte dans le parking. Vous voyez, non, il faut abandonner sa voiture. Alors les assurés font des trucs très bien, il y en a plein qui vous envoient des SMS quand il y a un risque naturel là où vous avez assuré votre maison, votre voiture. Et l'intérêt de ces SMS, c'est tout bêtement, si votre voiture elle est garée près de la rivière, vous allez la remonter un peu. Vous voyez, si c'est un cyclone, vous allez bien fermer les volets, etc. Donc vous voyez là, c'est pas toujours des sommes astronomiques, c'est la responsabilité de tout un chacun sur les catastrophes naturelles, mais comme sur tous les risques. Je veux bien revenir un petit peu sur vos propos, Florence. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont quand même plus sujets à des catastrophes climatiques ou naturelles. Est-ce qu'il y a des échanges internationaux? Parce que je poserai la question après à Île 2, mais j'aimerais bien avoir une position française. Est-ce que vous trouvez, parce qu'effectivement, vous avez cité le Japon. Le Japon, il y a des risques naturels climatiques qui peuvent être très importants, d'autres continents plus importants encore. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a cette synergie entre interopérateurs, interpays, pour demain travailler ensemble à des solutions qui garantiraient de sauver des vies? Alors, sur les solutions assurantielles, en fait, il y a des échanges. Je parle de ce que je connais. Mais c'est vrai que nous, on est assez précurseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on a voulu réfléchir à Catex, encore une fois, là aussi, on s'est dit, on va déjà aller regarder ailleurs. Il y a peut-être des gens qui... Eh bien, en fait, non. Donc après, il faut aller vraiment dans le micro. Et effectivement, c'est pour ça que je cite les journées japonaises. Donc celle-là, oui, on est allé... en tout cas, on s'est documenté sur ce qu'ils pouvaient faire. Il y a en tout cas des vraies démarches au plan européen pour échanger sur tout ce qui est prévention dans le secteur de l'assurance. Mais je pense que c'est un champ là qu'il faut ouvrir, un champ beaucoup plus large de comment est-ce qu'on gère au plan sociétal, global, au plan collectif, la prévention. Parce que là, pour le moment, pour être honnête, ce sont plutôt quelques exemples qu'on est allé piocher de ci, de là, mais on pourrait sans doute avoir une démarche beaucoup plus systématique. Nous avons des marges de progression et c'est encourageant. Merci Florence. Jamel, je reviens à toi. Dans les propos, j'ai ressenti chez toi qu'il y avait une véritable bataille. C'est pas dit, mais on sent que quelque part il y a une petite bataille entre les pouvoirs publics, les assureurs, donc, ou une bataille pédagogique, une meilleure compréhension du rôle et du modèle économique de l'assurance. J'aimerais avoir ta vision et ta posture en tant que, on va dire, ancien président d'une institution, mais surtout en tant que président de l'UDAP. Alors, sans aucune violence, on a une bataille à mener qui est une bataille pédagogique. Et je pense qu'elle répond à la question de notre table ronde, jusqu'où pousser les limites de l'assurance, jusqu'à la limite d'acceptabilité par nos contreparties. Et donc, on a effectivement une bataille à mener et il ne faut pas y aller seul. Donc, il faut y aller avec ceux qui sont nos alliés. Alors, je vais faire une réponse en 3 points. Premiers alliés, les collectifs qui se reconnaissent comme tels. Parce que la mutualisation n'est pas quelque chose qui est naturel dans le grand public. Les personnes qui disent « j'ai cotisé pendant des années, j'ai pas consommé, rendez-moi d'argent », bon, on peut lui expliquer ce que c'est. La mutualisation quand ça arrange. Mais oui, c'est ça. On ne peut pas empêcher les gens de se poser cette question. Alors pourquoi les collectifs sont importants? Parce que dans un collectif, quand vous n'avez pas bénéficié d'un service, mais que quelqu'un d'à côté, en qui vous vous reconnaissez, lui en a bénéficié, il a été relogé, vous ne posez plus la question
de est-ce qu'elle est méritée ma cotisation. Vous dites oh là, ça va, c'est pas tombé sur moi, je suis content, je vais continuer à cotiser. Donc les collectifs, alors ça peut être des collectifs d'entreprise, ça peut être des branches d'activité, ça peut être des collectifs locaux, géographiques, pour des raisons qu'évoquait Florence, parce que les risques ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu penses aussi aux collectifs de consommateurs, d'usagers ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, dès lors que ce collectif se reconnaît d'une communauté de sorts, donc se reconnaît comme un corps. Ça peut être des collectifs de la fonction publique, les soignants, ils resserrent les rangs, les enseignants, les forces de sécurité. On peut. Deuxième allié, ce sont nos clients des jeunes générations. Alors, ils sont des alliés objectifs, ils sont ouverts sur les technologies. Pour eux, ils sont digital natives, tous les 95 et au-delà, donc ils ont aujourd'hui 25-30 ans. Ils sont beaucoup plus à l'aise pour utiliser toute la panoplie de services que nous avons bâtis pour eux. Antoine Lisowski disait tout à l'heure, les services existent, les outils existent, c'est les usages que nous cherchons. Eux, ils vont les utiliser. Et puis, ils sont également beaucoup plus appétents au partage de leurs données. Thierry Baudet le disait tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec lui. Le métier de l'assurance s'est construit dans une exploitation des données à des fins de tarification. On peut cranter en allant sur des données comportementales. Alors évidemment, il a rappelé quand même avec la logique de mutualisation. Il y a des règles d'éthique. La mutualisation reste le moteur principal de l'assurance, mais il y aura des règles d'éthique, il faudra faire attention. Il y a un tas de sujets d'attention. En revanche, c'est quelque chose qui est de nature à pouvoir pousser les limites de l'assurance, et les jeunes générations sont appétentes. Ils vont nous accompagner là-dessus. Et puis, les jeunes générations, du fait des réseaux sociaux, probablement, effet positif des réseaux sociaux, sont assez dans cet esprit de communauté inclusive. Donc, je pense que ils sont susceptibles de nous accompagner là-dessus. Et puis, troisième allié, évidemment, nos richesses humaines. J'ai pas mis d'ordre dans les trois, mais nos compétences, nos talents dans les organismes d'assurance, 250 000 salariés dans l'ensemble de l'activité, ceux-là, il faut capitaliser dessus. Ils sont nos premiers ambassadeurs, ils sont ceux qui porteront la bienveillance dans la relation qu'il y aura avec les clients en phase de sinistre. Ceux-là, il faut absolument qu'on les fasse monter. Moi, mon rêve, c'est que les jeunes diplômés de France, de grandes écoles comme d'écoles intermédiaires, rêvent de rentrer dans l'assurance. Alors, j'insiste, tous, pas uniquement les polytechniciens, NSAE, actuaires, pardon Florence, rien de personnel, mais je veux dire, vraiment les talents, il faut qu'on attire les talents, il faut qu'on s'occupe d'eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'UDAP l'année dernière, nous avons lancé le Grand Prix des RH Stratèges, qui visait à encourager les innovations sociales en termes de valorisation des richesses humaines, et que cette année, on engage une enquête sur la formation, dont nous publierons les résultats un peu avant l'été. J'ai répondu ? C'est très bien répondu, mais la problématique que tu évoques à la fin, qui moi m'interpelle et je la trouve très intéressante, c'est comment rendre l'assurance sexy et le secteur de l'assurance. Parce qu'effectivement, spontanément, les gens ne vont pas se jeter vers l'assurance pour signer un contrat. Ils vont pas plus se jeter vers le secteur de l'assurance pour trouver un job, sauf des métiers très spécifiques, puisque c'est quand même il y a les deux mamelles, si je peux le dire comme ça, et pardonnez-moi pour ceux qui n'aiment pas l'expression, c'est les actuaires et les juristes. Et donc, du coup, en tout cas, c'est ma perception un peu extérieure du dispositif pour dire que je pense qu'on pourrait, dans la communication, dans le bien-être de toutes les actions qui sont menées par le secteur de l'assurance, dans sa diversité, en faire, hormis la raison d'être, des atouts considérables pour, comme tu l'as dit, recruter des nouveaux talents, des jeunes qui, quelle que soit l'école, quel que soit leur cursus, soit ils sortent d'une grande école dès le départ, soit ils font des cursus complémentaires, et via de l'apprentissage et autres formations, mais en tout cas, de rendre sexy un secteur d'activité qui aujourd'hui est parfois décrié.
C'est comme ça que c'était ça la fin. Hein. On a déjà répondu à la question, tous les deux, en évoquant comment dire, la valorisation du sens de ce qu'apporte l'assurance. On revient toujours à notre bataille pédagogique. Hein. Il faut qu'on gagne cette bataille-là. Et on rentrera dans un cercle vertueux. Parce que si on a les bons qui viennent, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les valorise, on va être encore meilleur et on va apporter quelque chose que les générations nouvelles classent tout en haut de leurs attentes, c'est la recherche de sens. Alors s'il y a un secteur où on est capable de démontrer le sens qu'on apporte, je crois qu'on y est. Hein. C'est l'assurance. Voilà, on a cet avantage-là. Donc nous incitons tout le monde à rejoindre les équipes des assureurs et à dire du bien des assureurs. Florence, je me retourne vers vous. Vous avez largement évoqué l'innovation tout à l'heure dans vos propos introductifs, qu'elle soit technologique ou partenariale, pour les entreprises et les pouvoirs publics, par exemple, comme moyen pour repousser les limites de l'assurance. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus aujourd'hui les principaux freins à cette innovation dans l'assurance, puisqu'on peut considérer qu'il y a quand même un petit frein à l'innovation? Alors avant de parler des freins, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'innovation dans l'assurance. Hein. Et je dirais qu'être capable en 8 semaines de faire cette proposition CATEX, c'est bien une preuve de l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de très très large, c'est un état d'esprit. Et ça n'est pas que les assurtech ou les fintech. Hein. Il y a plein, et évidemment, il faut se réjouir du développement de ces assurtech. Maintenant, à l'intérieur des entreprises, il y a énormément d'innovation également. Je le disais tout à l'heure, quand on utilise les bases de données, l'information sur les catastrophes pour envoyer des SMS à tous les clients, eh bien, c'est bien utiliser à bon escient, de façon totalement éthique, la donnée, et ça a évidemment un effet extrêmement positif. Donc il y a beaucoup d'innovations, il y a de l'innovation sociale. Je rappelle qu'on est la première branche à lancer une négociation de branche sur le télétravail. Hein. Pour attirer tout le monde, en moyenne, on dépense 2 fois plus en formation professionnelle que la moyenne des entreprises. Et c'est un secteur dans lequel on est aussi sur tous les risques technologiques. Donc sur le spatial, sur l'aviation, sur la météo pour les catastrophes naturelles. Donc si vous voulez, on est effectivement à la pointe sur tous les risques. Et les risques ne sont pas que technologiques. Donc il y a aussi les risques sociaux. Donc je pense qu'on a vocation effectivement à attirer beaucoup de jeunes qui sont en quête de sens et beaucoup de jeunes qui ont envie d'innover. Il y a beaucoup d'innovation également dans le marketing, hein, le marketing digital. Il y a l'assurance paramétrique, donc avec des acteurs qui montent et qui éclairent, je trouve, d'une façon différente aussi la notion de la mutualisation. On y revient toujours. Ou bien on mutualise finalement sur tout le portefeuille des assurés. Puis comme ça, on est tranquille, on s'assure, on est un peu couvert pour tout, à la logique multirisque. Et puis, il y a aussi des propositions où on va cibler beaucoup plus en fonction de l'usage. J'utilise, je suis assuré, j'utilise pas, je paye pas de prime d'assurance, etc. Donc, je dirais, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui veulent s'assurer, je dirais, globalement, puis après, ils n'entendent plus parler. Et puis, il y en a qui vont jouer, je dirais, la différenciation, la spécificité. Donc, il y a beaucoup d'innovations. Alors, évidemment, il y a des freins. Et là, c'est une considération un peu générale. C'est vrai que la réglementation, c'est très utile. Hein. Dans un autre colloque, on m'a demandé si, comme Jean Arthus, je demandais de supprimer, puisque c'est ce que demandait Jean Arthus, c'était de supprimer Solvabilité 2. Je dis non, je ne demande pas qu'on supprime. Hein. La première qualité d'un assureur, c'est d'être solvable. Donc on ne va pas dire qu'on ne veut pas de normes de solvabilité. En revanche, on veut une norme qui soit adaptée et qui ne freine pas le business et l'innovation en particulier. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi il y a besoin de faire des fintech, des assurtech, des regtech. Eh bien, c'est aussi parce qu'on est soumis à tellement de contraintes prudentielles, mais aussi de conformité, de traçabilité, que finalement, si on veut vraiment innover, il faut se déporter, se mettre dans une structure qui n'a pas le statut juridique de
compagnies d'assurance, de sociétés d'assurance agréées, quitte à ensuite se faire absorber, racheter par une compagnie qui, elle, développe un savoir qui est absolument essentiel à l'innovation, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a évidemment tous les yeux de chimène pour ces petites RegTech, AssureTech, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont sympathiques, voilà, ils ont toutes les qualités, on les adore. Bon, mais il ne faut pas oublier que c'est un vrai job que de passer de l'AssureTech à la grande entreprise qui a son legacy sur les systèmes informatiques, etc. Et ça, c'est de l'innovation. Vous voyez, alors on ne le perçoit peut-être pas comme ça, mais l'innovation, pour moi, elle est autant dans le garage que dans l'entreprise qui, effectivement, va passer à l'échelle sur des technologies modernes. Et pour faire ça, eh bien, il faut quand même bien réfléchir à est-ce qu'on a besoin de toutes ces couches et de tous ces empilements de réglementation. Alors, il y a même des pays, hein, alors pas le nôtre, mais les Anglais, ils font des sandboxes, des bacs à sable. Voilà. Des bacs à sable, c'est quoi pour innover? C'est-à-dire c'est des endroits où on allège la réglementation. Et là, moi, j'ai un sujet. Quand un secteur est tellement réglementé qu'en fait, il n'arrive plus à innover en son sein, mais qu'il faut aller loger l'innovation ailleurs, là, je pense qu'il y a une réflexion générale et politique. Et il faut quand même reconnaître qu'on a de la chance, puisque Bruno Le Maire est le seul ministre des Finances qui ait porté à l'ECOFIN le sujet de Solvabilité 2. Donc, Solvabilité 2, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique parce que ça doit nous permettre, en tout cas, ça ne doit pas nous dissuader de participer au verdissement de l'industrie européenne, qui est le premier challenge européen. Donc, nous, on a envie de financer des grosses infrastructures européennes, mais il ne faut pas que la charge en capital soit totalement dissuasive. On a envie d'innover et on innove. Et là aussi, il faut quand même réfléchir à adapter, et en tout cas, toutes ces réglementations pour qu'on puisse effectivement être innovant et continuer à être le leader européen de l'assurance. Très bien. En tout cas, c'est très motivant. Merci Florence. Je vous ai donné la parole en première. Je vous propose de donner la parole en dernier à Jamel. Et après, nous accueillerons Hilde qui est parmi nous. Et je vous propose de rester à la tribune si vous le souhaitez. Et j'interrogerai Hilde et il pourrait réagir également aux propos d'Hilde si vous le souhaitez. Jamel, dernière question. Il y a un sujet qui tient à cœur, c'est la cyber. Est-ce que peux-tu nous parler de la cyber et est-ce que ce n'est pas le risque de demain qui était quand même dans la classification des risques parmi les premiers, ce qui n'était pas le cas de la pandémie? Donc est-ce qu'il n'y aura pas une inversion des rôles à un moment donné? Je crois que le risque cyber est un risque systémique. Je ne serais pas étonné qu'une de nos prochaines crises globales soit liée au cyber. Alors, l'environnement est un vrai sujet de risque global. Mais alors sur le cyber, on parle de quoi? On parle d'introduction, enfin de ce qu'on appelle déni de service, c'est-à-dire on fait tomber votre serveur. Alors techniquement, on dit oui, d'accord. Bon, sauf que vous faites tomber le serveur d'un hôpital, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder au service. Ça commence à être, on voit la sensibilité, impact humain, impact économique. Et alors on a aussi les intrusions, vol de données, rançon. On commence à y en avoir un petit peu. Je pense qu'on est relativement peu protégé. Alors ça concerne plutôt les entreprises. Hein, je suis sur l'entreprise. Plutôt les petites et les moyennes, les grandes s'équipent, ne peuvent pas se permettre d'avoir ce risque d'image. Mais petites et moyennes, pour moi, on est dans un niveau de risque comme si le soir, en partant, on ne fermait pas la porte. C'est de cette nature-là. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de voleurs, mais comme on est virtualisé et qui peuvent être très loin, il faut qu'on progresse là-dessus. Alors moi, je travaille dans une société de technologie, Micropole, qui est spécialisée en expérience client digitale, data et cloud. Donc j'ai une vision assez transverse de ce qui se passe dans l'assurance et ce qui se passe dans d'autres secteurs. Je crois que c'est un sujet dont il faut qu'on s'occupe. C'est un sujet dont l'assurabilité n'est pas évidente. Le risque cyber, on touche peut-être aux limites actuelles de l'assurance. Pour autant, on a des choses à faire. On a des solutions à apporter. Je pense par exemple que nous pouvons tout à fait proposer des garanties assurantielles et mettre en contrepartie de ces garanties assurantielles une cotisation, bien sûr, il faut bien vivre,
mais également une espèce de dispositif de prévention. C'est sans imposer aux entreprises, surtout les petites, des règles nouvelles, c'est de mettre en place des dispositifs d'hygiène de vie, comme on l'a fait avec la crise sanitaire. On a dit il faut se laver les mains. Oh, la trouvaille. Voilà. Mais ça a commencé à répondre, c'est de la prévention de base. C'est du bon sens. Mais c'est évidemment, c'est du bon sens. Ma maman me disait ça quand j'étais petit, j'ai peut-être oublié entre-temps, mais c'est bien de le rappeler. Et là, sur le risque cyber, dans les entreprises, on peut tout à fait faire ça. C'est-à-dire, par de l'espèce de soft law, apporter un cadre normatif en disant vous devez sauvegarder vos données. Encore un truc basique, on se lave les mains, c'est de cette nature-là. Parce que ça fait sourire, mais faites le test, demandez aux petites entreprises s'ils sauvegardent leurs données. Je vais même faire un test aujourd'hui. Tout le monde utilise le cloud. Gmail, Yahoo, Orange, Wanadoo, il y en a un paquet. Je mets au défi quiconque de savoir où sont stockées ces données et si elles sont sauvegardées. Alors on fait confiance à un gros acteur, mais le jour où... Ah oui, on ne sait pas où elles sont. Tout le monde est détendu avec ça. Alors attention, ce risque-là, il est latent. Et nous, assureurs, on peut apporter des débuts de réponse. Ça peut être des indemnités forfaitaires, comme ça avait été évoqué un moment pour les CATEX, pour les petites entreprises. Ça peut déjà être ça, avec un accompagnement, on a beaucoup parlé d'accompagnement ce matin, de type prévention sur des bonnes pratiques à faire pour vous protéger. Donc là, typiquement, on est sur un risque systémique, global, difficilement assurable, sur lequel les assureurs peuvent apporter quelque chose. Eh bien, j'espère qu'on ne va pas le vivre rapidement, cette problématique-là, parce que je crois qu'on a déjà la pandémie, qui n'est pas une mince affaire. Hilde, bienvenue parmi nous. Prenez un petit peu d'eau, parce qu'il y a quelques questions, soyez rassurés. En tout cas, merci beaucoup de jouer le jeu. La connexion est bonne, rassurez-moi. Vous entendez tout ? Tout va bien. On entend tout. Donc la première question, Hilde, par rapport à la problématique de la pandémie, donc la Covid-19, moi je vous poserais bien la question de savoir, est-ce que ça ne va pas accélérer la 4e révolution industrielle ? Premier point. Et quelle est l'évolution au niveau des 3 facteurs de risque qui sont les risques politiques, technologiques et sociétaux ? Question sympathique. Et sur un champ très sympathique. International. Européen, international même. Donc, merci beaucoup d'abord de me permettre d'intervenir à ce colloque au nom de l'ICMIF. Donc, l'ICMIF, qui est une fédération internationale d'assureurs coopératifs et mutualistes, donc au niveau mondial, donc pas uniquement européen, donc des membres de l'Islande à l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande à l'Argentine, donc vraiment à travers le monde. Et avant de rentrer sur cette question, je voudrais juste réagir par rapport à ce que Florence a expliqué sur le CATEX, qui est effectivement un bel exemple de ce qu'on peut faire en tant qu'assureur et qu'on peut faire en tant que solution de place. Je pense qu'il faudrait rajouter à ça un volet européen. Et ça a été évoqué à gauche, à droite. Et puis après, on sait que si on dit ajouter un volet européen, c'est encore plus compliqué d'aligner tout le monde sur le sujet. Mais l'ampleur des interventions est telle que les États ne pourraient, le cas échéant, pas être suffisants pour pouvoir répondre à cette deuxième couche au-delà de l'intervention des assureurs. Et une intervention européenne, je pense, serait vraiment adéquate ici. Alors, revenir à la question, oui, je pense que la Covid-19 est un vrai accélérateur de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, donc le monde digital. On l'a déjà beaucoup évoqué, donc le commerce électronique, mais aussi la numérisation de l'interaction humaine, aussi ce qu'on fait ici. Je pense qu'on ne s'imaginait pas ça il y a 2 ans, qu'on pouvait organiser des colloques de cette façon-ci, mais l'éducation en ligne aussi, le travail à distance, il y a énormément de choses qui se sont vraiment accélérées et pour lesquelles on ne fera pas marche arrière après.
Alors, si on regarde ça d'un point de vue des risques, ben, on pense bien évidemment d'abord aux risques technologiques, et je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est un risque systémique, c'est un risque qui peut tourner à la catastrophe, hein, donc c'est pas le petit serveur qu'on perd, mais c'est vraiment l'impact global que ça pourrait avoir. Mais si on regarde les choses sur du plus long terme, et je crois que c'est ce qu'on doit faire en tant qu'assureur, ce qui est mis en évidence par le Forum économique mondial, hein, qui chaque année sera un rapport sur les risques les plus probables dans les 10 ans qui viennent, avec potentiellement plus d'impact, rapport qui vient de sortir d'ailleurs, c'est quand même encore toujours les risques liés à l'évolution climatique, les risques environnementaux qui sont considérés comme les plus importants quand on combine l'ampleur de l'impact, mais aussi la probabilité que ça se passe. Sans surprise, le risque de pandémie s'y trouve bien aussi, et contrairement, enfin, on a fait allusion tout à l'heure qu'on ne l'avait pas vu venir, ce risque de pandémie se trouvait déjà dans le top 10 des risques. Seulement, on ne le voyait pas parce qu'on considérait que la probabilité que ça ait un impact global était quand même très faible et qu'on n'avait jamais imaginé que l'impact serait aussi important. Mais il s'y trouvait déjà. Alors, important aussi, et ça se trouve également dans ce rapport du forum, c'est que dans notre monde globalisé, eh bien, tous ces risques sont par ailleurs interconnectés. Et le forum pointe à juste titre le risque de ne pas pouvoir gérer ces risques au niveau mondial, et plus particulièrement l'échec potentiel de l'action climatique. Et ça, c'est un risque politique, hein. Donc, c'est le manque réel de collaboration au niveau international pour gérer les risques catastrophes et tout type de risques liés. Alors, on ose tous espérer qu'on aura appris de la crise Covid-19, mais dans la réalité, voilà, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'immédiat. Et puis d'un point de vue sociétal, effectivement, je pense qu'on est encore au tout début d'une crise inédite qui sera longue, hein. Et on pense bien évidemment dans l'immédiat à tous les problèmes psychologiques individuels qui sont de plus en plus répandus, des vraies questions de société qui se posent, hein. Pendant combien de temps peut-on encore priver la population de droits de liberté fondamentaux? Je crois que ce sont des vraies questions sociétales qu'il faudra aborder dans les mois, dans les années qui viennent. Mais plus fondamentalement, cette crise va créer encore plus de clivages qu'auparavant entre les différentes régions du monde. En termes d'accès à la santé, on pense tout de suite à la vaccination, hein. Bon, certaines régions du monde n'auront pas accès à la vaccination aussi rapidement que nous, mais c'est aussi l'accès à l'éducation, parce que si l'éducation en grande partie digitalisée, voilà, tous les pays du monde n'avaient déjà pas le même type d'accès à l'éducation que nous, mais ça va juste s'empirer. Il y a une question de degré d'adoption de la digitalisation et de capacité d'investissement en infrastructure que les différentes régions peuvent développer, le développement de compétences nouvelles, etc., etc. Donc, des clivages au niveau mondial, mais aussi dans nos propres pays, hein. Là, quelqu'un y a fait allusion aussi ce matin, mais aussi dans nos communautés proches, un réel clivage qui se crée entre les populations plus privilégiées et les populations les plus défavorisées dans cette crise inédite. Voilà un peu une réponse à votre question, j'espère, sur merci les risques. Merci Hilde, parce que votre approche internationale me confirme sur un aspect, c'est que derrière, on n'a pas forcément aujourd'hui des synergies où on peut les arranger, les améliorer entre tous les pays européens et internationaux, puisqu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que certains qu'on peut côtoyer au quotidien. Et j'ai une deuxième question.
mais qui est moins compliqué mais sympathique. La prévention a été pas mal abordée aujourd'hui, ce matin, dans les travaux. Pour vous, la meilleure protection pour les assurés contre les risques de catastrophe, est-ce que c'est la prévention et comment vous voyez la prévention de façon très pratique, les aspects pratiques, transition d'une approche de produit et de serviciel ou transfert vers une emphase sur la prévention avec des incitations à la clé? Alors oui, très certainement. Donc, avec un grand nombre de membres de l'ICMIF, nous sommes convaincus qu'on a besoin d'un réel changement de paradigme, de la protection vers la prévention. Et voilà, j'étais très heureuse d'entendre ce matin que ça fait également partie des travaux au sein de la Fabrique d'assurance. Je savais bien évidemment que ça fait partie des travaux de la FFA également. Et ça fait globalement partie de cette nécessité de rétablir la confiance dans le monde de l'assurance, mais la confiance en l'avenir de façon plus générale. Alors si la prévention a toujours bien fait partie de l'activité des assureurs, je pense qu'il faut maintenant aller un pas plus loin. Et aller un pas plus loin, c'est vraiment prévenir les risques beaucoup plus qu'aujourd'hui dans leur survenance, dans leur ampleur, pour ne pas devoir les rétablir. Alors, ça pourrait paraître contradictoire dans un premier temps, puisque notre métier, c'est de couvrir des risques. Donc, s'il y a plus de risques, plus d'assurance. Je pense très franchement que c'est le contraire, que si nous ne sommes pas capables de mieux prévenir les risques, certains risques deviendront tout simplement inassurables. Et Florence y a fait allusion là tout à l'heure aussi. Il y a un grand nombre de risques qu'on ne pourra plus assurer parce que voilà, nous n'aurons tout simplement pas les moyens de couvrir l'ampleur de catastrophes. Catastrophes naturelles, catastrophes sanitaires, mais catastrophes cyber, tout type de catastrophes. Et on est également convaincu qu'on ne pourra pas compter uniquement sur les pouvoirs publics ou sur le régulateur lorsqu'il s'agit de cette question de changement de paradigme. Même s'il est très clair et nous comprenons pas mal, les pouvoirs publics ont un rôle extrêmement important à jouer en la matière, mais nous pensons qu'aussi en tant qu'assureurs, nous devons jouer un rôle et qu'il est maintenant grand temps de devenir très concret en la matière, et ça à grande échelle. Et donc notre objectif au sein de l'ICMIF est vraiment d'agir en la matière, et Jean-Louis Boncel a dit ça ce matin en introduction à ce colloque, c'est faire la différence entre le dire et le faire. Je crois que c'est quelque chose de très important pour nous tous. Et donc l'ICMIF va à son échelle, enfin les assureurs coopératifs et mutualistes, c'est 1/3 de l'encaissement au niveau mondial, donc c'est quand même pas rien en termes de messages au niveau global. Nous allons donc lancer d'ici fin mars un espèce de guide en la matière pour changer ce paradigme. On est en train de finaliser la rédaction pour le moment. C'est un rapport qui a été établi par l'ICMIF en collaboration avec la UNDRR. Je n'ai pas trouvé la traduction en français, mais c'est l'Agence des Nations Unies qui est en charge de l'implémentation du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques catastrophes entre 2015 et 2030. Et 2030, c'est demain, donc voilà. Donc, et ce rapport, il est basé sur l'analyse de cas concrets, d'actions qui ont été implémentées par différents membres de l'ICMIF à travers le monde. Et comme ça a été dit, dans certaines régions du monde, on est quand même plus avancé qu'en Europe par rapport à la prévention de ces risques catastrophes, principalement en risque climatique. Et voilà, c'est juste parce que dans certaines régions du monde, on en a déjà eu plus besoin que chez nous. Donc voilà. Alors ce qu'on a fait, c'est sur base de cette analyse, on a en fait défini des mécanismes qu'on peut implémenter assez facilement au sein de compagnies d'assurance pour réduire les risques catastrophes et donc augmenter la résilience. Alors, ces mécanismes, il y a des mécanismes assez directs, donc
qui peuvent s'intégrer dans notre offre de produits et de services. Et puis, il y a des mécanismes plus indirects. Alors, dans les mécanismes directs, il y a évidemment tout ce qui est tarifaire, hein, donc on peut appliquer de la tarification variable pour inciter à réduire le risque. Alors, je sais qu'on le fait, hein, à petite échelle, on le fait, mais le tout sera de faire ça à grande échelle. Inclure des conditions préalables et des exemptions, on a parlé de franchise là tout à l'heure aussi, pour inciter à réduire les risques. Et puis, important, réinvestir dans toute une série d'instruments qui permettent de réduire les risques. Et là aussi, les assureurs ont commencé à le faire, mais avec les milliards que nous gérons, on peut, je pense, vraiment faire la différence si on s'y met tous ensemble. Et puis, dans les mécanismes un peu plus indirects, il y a bien sûr toute la sensibilisation à la nature systémique des risques, hein, et donc à l'exposition à la vulnérabilité des acteurs. Il y a partager des capacités et la technologie pour la modélisation. Il y a beaucoup de travaux de modélisation de risques qui se font aujourd'hui au niveau mondial, au sein de l'IDF, entre autres, hein, l'Insurance Development Forum, au niveau global. Et puis, il y a aussi la promotion, le renforcement de capital social local pour répondre aux catastrophes et innover dans le cadre de la réduction des risques. Ça a été dit aussi, hein, donc l'innovation en termes de gestion des risques catastrophes est certainement un élément très important. Et puis, un septième mécanisme, c'est le partenariat public-privé, parce que bien sûr, on n'y arrivera pas tout seul, et je pense que les assureurs ont un rôle vraiment à jouer vis-à-vis des pouvoirs publics pour les inciter à investir avec nous dans cette réduction des risques. Alors, écrire les choses, même si c'est beaucoup de travail, mais voilà, ce n'est qu'un début, hein, c'est le dire. Ce que nous allons faire avec tout ça, ben, nous allons lancer quelques pilotes sur une série d'initiatives avec ces mécanismes identifiés, mesurer l'impact, et puis le but est de déployer tout ça à plus grande échelle. Et donc, même si c'est un rapport, une initiative qui est prise par l'ICMIF, ce n'est évidemment pas réservé uniquement aux membres de l'ICMIF, et voilà, on ne manquera pas de vous envoyer ce rapport pour que vous puissiez également le diffuser auprès de